Bonjour Christophe Adriani. Bonjour Pablo. Salut Pierre. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation, Christophe. Alors, tu es le directeur du théâtre Antoine Vitesse, un théâtre municipal à Ivry-sur-Seine. Si on t'a invité, c'est parce que depuis le début de la semaine, on parle pas mal de culture dans l'actualité, une fois n'est pas coutume, mais pas forcément avec ceux que l'on voudrait. On en parle parce que c'est le maire Rassemblement national de Perpignan, Louis Alliot, qui a décidé de ne pas attendre les règles édictées par l'État pour rouvrir certains musées de sa ville. Donc, il en a réouvert 4 qu'il a fait visiter à des gens hier. C'est une sorte de désobéissance civile, en somme. Toi, tu en penses quoi de cette initiative du maire de Perpignan? Moi, déjà, je pense que le Front National est assez mal placé pour mener une bataille culturelle. Enfin, d'habitude, il mène une bataille culturelle d'ailleurs. Et c'est une bataille culturelle qui est bien relayée par les médias, qui confine en ce moment à une forme d'hégémonie sur tous les sujets qui les intéressent. Et voilà, la culture, c'est pas seulement l'ouverture des musées ou des théâtres, c'est aussi tout un système de références, de valeurs. Et pour moi, voilà, c'est indissociable des valeurs de fraternité, de partage. Et donc, ces espèces de moulinets, de positions de matamor m'intéressent pas tellement. D'ailleurs, même plus généralement, enfin, je pense que les politiques là ont beaucoup la parole et pas beaucoup le terrain. Et je n'oppose pas du tout les deux parce qu'il y a des élus de terrain qui nous rejoignent, qui nous accompagnent, on en parlera peut-être. Mais puisqu'on parle de désobéissance, en fait, des actes dits de désobéissance, ou en tout cas qui jouent dans les interstices et qui essayent de proposer des alternatives en étant dans le concret, il y en a beaucoup. Il y en a pas mal. Et là, il se trouve que, si j'ai bien compris, on fait relais de Louis Alliot parce qu'en ce moment, voilà, c'est dans l'air du temps. Un dernier mot quand même sur l'initiative du maire Louis Alliot du Rassemblement national. Il a annoncé la gratuité des bibliothèques, l'accueil d'artistes au sein de la mairie de Perpignan. Il a visiblement construit des murs pour le street art et que l'expression artistique s'exprime à travers les arts de la rue aussi. Enfin, ils ont annoncé tout un tas de nouvelles. C'est quoi qui se joue en ce moment avec le Rassemblement national? On sait qu'ils ne sont pas vraiment appréciés ni aimés pour bien des raisons par le monde culturel. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils cherchent à être le meilleur allié du monde de la culture dans ce moment-là particulier? Je ne sais pas, je pense qu'ils doivent essayer de, de changer une image qui, à mon avis, ils n'arriveront pas à changer pour des raisons de fond. C'est-à-dire que quand on est des diviseurs dans la société, on ne peut pas mener une bataille culturelle. Après, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, ni même des sujets qui sont évoqués en ce moment. Là, je ne les ai pas regardés dans les détails. La gratuité dans les médiathèques, les logiques de gratuité adossées à des politiques d'action culturelle, de vrais liens avec les populations pour faire en sorte que les quartiers populaires fréquentent plus les lieux culturels, pour faire en sorte que les enfants, les jeunes y aient accès. Ça, c'est une bataille que nous menons depuis des décennies. Moi, je travaille dans une ville communiste. Les communistes ont été pionniers de cette décentralisation et de cette politique dans les années 70. Elle a été fortement développée après dans les années 80 dans cet élan-là. Et aujourd'hui, on essaie de la poursuivre tout en l'interrogeant, tout en voyant comment on peut prolonger cette histoire, qui est une histoire très lointaine, qui est une bataille en France qui est née dans le milieu artistique et culturel et qui, à certains moments donnés dans l'histoire, a été relayée par un mouvement politique. Et ce ne sont pas ceux de l'extrême droite qui les ont relayés jusqu'à présent. Donc, je ne sais pas, je pense que c'est une manière de diversion, peut-être un changement d'image préélectoral. Alors, justement, tu as dit que le Parti communiste avait été pionnier dans les années 60-70 en matière de développement des infrastructures et même d'interrogation de la problématique culturelle. Aujourd'hui,
qu'est-ce que toi, en tant que directeur d'un théâtre municipal à Ivry-sur-Seine, qu'est-ce que toi, tu as à offrir en matière de contre-récit en matière culturelle vis-à-vis de ce qui est proposé par le Rassemblement national? Toi, vous, par exemple, là, on est en période de confinement, on est en période où les théâtres et les musées sont fermés. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour maintenir la culture en éveil, quoi. exactement. Alors, il y a deux aspects dans ta question. Tu parles déjà de récits. Nous, on développe quand même on va dire, si on développait un récit, on développe un récit qui serait plus dans la lignée de glissant. On est pour le tout monde. Et on essaye de faire en sorte que ça se traduise dans les propositions artistiques, dans les rencontres, avec des œuvres qui sont des œuvres plurielles, avec des racines rhizomes. On développe beaucoup ces propositions-là. C'est beaucoup les spectacles qu'on porte en coproduction. Ça, en tant que théâtre, on s'inscrit dans cette orientation-là en termes, on va dire, de contenu. Et puis après ce n'est pas qu'une question de contenu, c'est aussi une question d'échange. C'est-à-dire que pour moi, avoir un théâtre, c'est produire les conditions de la rencontre entre ce qui se passe au plateau et ce qui se passe dans la salle. Donc forcément, c'est vraiment l'endroit de mon métier. C'est-à-dire, c'est de créer ce moment. Alors après, il y a un amont et un aval, mais c'est au moment de la représentation qu'il se passe quelque chose de singulier, qui est de l'ordre du partage de la métaphore, et où la composition de la salle a aussi beaucoup son importance. Alors comment on le fait? Une des missions principales que nous a confié la ville, par exemple, c'est de faire venir tous les enfants d'Ivry gratuitement une fois dans l'année au théâtre, depuis la petite maternelle jusqu'au CM2, qui est un mouvement qu'on prolonge largement avec les collèges et les lycées. On a dans cette équipe de service public 3 collègues qui s'occupent de l'action culturelle. Il y en a une qui est chargée du travail en direction des maisons de quartier, des associations. Donc, on a cette démarche qui fait que le public est très diversifié par rapport à une offre qui serait uniquement consumériste et qui reposerait sur des attentes présumées, des publics acquis, comme on dit. On n'est pas dans une logique d'offre et de demande, on est vraiment dans une logique de travail pour changer le sens de la représentation, à la fois par rapport à un souci de ce qui se passe sur scène, du geste artistique, et du souci de ce qui se passe dans la salle. On parlait tout à l'heure de désobéissance. Est-ce que tu dirais que le milieu artistique, le milieu de la création a manqué peut-être d'inventivité dans la période que l'on a traversée, que ce soit le confinement, maintenant le couvre-feu? Je pense à des initiatives qui ont émergé, et donc d'ailleurs tu as été l'un des auteurs aussi, c'est puisque les centres commerciaux étaient ouverts, pourquoi ne pas apporter la culture dans ces lieux-là? Est-ce qu'on a manqué d'inventivité? Est-ce que paradoxalement, les artistes dans cette période ont manqué d'inventivité, ou est-ce qu'au contraire, cette période a été propice à la création? J'ai envie de dire les deux, mais c'est compliqué de te dire les deux, puisque tu me proposes une alternative qui a l'air irréconciliable. C'est-à-dire que les capacités d'invention ont été souvent empêchées par les conditions objectives de mise en œuvre, et notamment par l'isolement des acteurs. Je pense que ce qui nous a rendus plus réactifs à Ivry, c'est la solidarité des acteurs, qui était déjà antérieure et qui s'est mise en place très très tôt. C'est-à-dire que pendant le premier confinement, la première réaction, c'est d'échanger pour voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on en pense et comment on va s'en sortir. C'est-à-dire, il y a un peu moins d'un an, c'est des coups de fil avec les collègues. C'est tout de suite une réaction qu'on peut avoir à Ivry, c'est une réaction de solidarité. Très, très vite, le maire de l'époque était en plus en phase de deuxième tour, il n'était pas encore réélu, fait une réunion Zoom comme nous aujourd'hui avec moi-même et avec une collègue pour dire où vous en êtes, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'en sortir, trouver des perspectives. Donc, on s'est tout de suite mis en situation de réfléchir ensemble. C'est-à-dire que toutes les inventions qu'on a pu faire, ce n'est pas moi qui les ai faites. C'est même pas seulement moi et mon équipe. C'est tout un réseau d'acteurs publics de la culture, mais aussi d'artistes
qu'on a désisolé des artistes qui habitent le territoire, qu'on connaissait. Voilà, ça s'est passé au début tout bêtement. Chacun a des coups de fil pour qu'on peut être, et puis la prochaine réunion Zoom, paf, on est une douzaine. Ouais. Et c'est là qu'on invente une sortie au moment du déconfinement. De spectacles itinérants sous les balcons des immeubles, dans les quartiers, avec un petit chariot, le chariot des quartiers d'Ivry, en même du théâtre des quartiers d'Ivry d'Antoine Vitez. Et puis, chacun des acteurs se met à sa place. C'est-à-dire que nous, par exemple, service public, on n'était pas en situation de difficulté financière. Donc, on a pu mettre des financements dans la rémunération des artistes qui pouvaient s'y présenter, ou des associations d'éducation populaire qui pouvaient faire le relais auprès des amateurs, puisqu'il s'agissait de proposer aussi bien aux amateurs qu'aux professionnels de venir occuper ce petit espace. On a été rejoint par le Centre dramatique national et puis par le service culturel de la ville pour financer cette solidarité, parce qu'à côté de nous, on avait des acteurs culturels qui n'avaient rien. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore l'année blanche. Ils avaient des difficultés à payer les loyers, ils n'avaient plus de recettes, quoi. Donc, il y a eu comme ça une espèce de connivence concrète entre ce que peut faire le service public, ce que peut faire et puis les associations, une coopérative, le Duende, qui a été très actif, une coopérative d'acteurs, un petit théâtre à Ivry, qui a été très, très acteur dès le début. Voilà, on s'est mis en lien pour voir ce qu'on pouvait faire. Ça a été un accueil formidable. Et je ne sais pas si on peut parler de désobéissance, parce que tu parlais de la désobéissance. On l'a fait sans autorisation. On n'a pas demandé au préfet. On avait l'aval tacite de la municipalité. On l'a fait en tant qu'acteur de terrain, dans notre diversité. Et on a pris un risque. On a pris un risque que les flics viennent nous dire, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et en même temps, on a fait de la pédagogie. C'est-à-dire qu'en allant dans les quartiers, où on a vu très vite que les gens descendaient des balcons, on a fait de la pédagogie, puisqu'on a organisé la distanciation, le port du masque. Et finalement, cette initiative sans autorisation, qui est vraiment le contraire de ce qu'on vit depuis un an, c'est-à-dire où on nous impose des règlements d'en haut et on ne fait pas confiance à l'inventivité et à la capacité démocratique, d'organisation démocratique de la situation, eh bien, on a finalement, on est passé entre les gouttes. D'abord, on n'a pas été arrêté. Quand les flics sont venus, il y avait toujours un élu à côté de nous qui allait les voir en disant « mais vous inquiétez pas, ça va durer qu'un quart d'heure, 20 minutes, et puis on est derrière, tout se passe bien, regardez, on respecte les distances ». Et puis, on a fini comme ça, au bout d'un mois, devant la mairie avec 300 personnes et un programme qui durait 1 heure, où le maire fraîchement réélu est venu chanter Brigitte Fontaine, les Nougats, Tatian, aux mômes roms qui venaient chanter en Roumanie, aux enfants encadrés par l'association Les Bergers en Scène qui faisaient du hip-hop, aux acteurs des cours du théâtre des quartiers d'Ivry, Centre dramatique national, qui faisaient la Pina Bausch des 4 saisons, ou qui venaient réciter des poèmes de Mayakovsky ou de Aragon. Mais et puis il y a quelques professionnels qui étaient là aussi associés. Mais Christophe, c'est intéressant parce que tout ce que tu dis, ça s'est fait en dehors du lieu théâtre. Donc, j'ai une double question. Est-ce que tu considères que ce lieu théâtre est essentiel et toi, tu penses que pour faire du théâtre, il faut absolument un lieu, un bâti théâtre, ou est-ce que tu peux le faire en dehors? Et la deuxième question qui est liée, c'est il y a une grosse problématique depuis le début de la pandémie sur le caractère essentiel de la culture. Est-ce que toi, tu trouves que la culture est essentielle, ou est-ce qu'on aurait pu s'en passer? Enfin, d'ailleurs, on s'en passe plus ou moins. Hein. On aurait pu s'en passer pendant 1 an et dire, voilà, on fait une parenthèse et puis on recommencera les spectacles en septembre 2021. Alors,
déjà, pour donner une idée de la dynamique, puisque j'ai commencé par le commencement, j'ai commencé par le premier confinement, puis sa sortie. À l'époque, on n'avait pas le droit de rouvrir les théâtres. Et dès qu'on a pu les rouvrir aussi. C'est-à-dire qu'on a opté la nécessité d'ouvrir les lieux et la nécessité hors les murs. En fait, ce caractère, on va dire, essentiel, enfin très important, j'essaye de ne pas être piégé le vocabulaire à la mode. Il s'est constaté tout de suite, c'est-à-dire que les gens reprenaient respiration, avaient du plaisir, que dès qu'on sortait, ce chariot qui était un rendez-vous sans rendez-vous, puisqu'on ne voulait pas rassembler de larges masses, ça circulait sur les réseaux sociaux et que le retour a été formidable. Les gens nous ont dit ça nous fait du bien. Donc, est-ce que c'est essentiel? Évidemment, ce qui est essentiel pour survivre, c'est de manger tous les jours. Mais pour faire humanité, on a besoin de s'enivrer de vin, de poésie ou vertu à votre guise, comme disait Baudelaire. Donc, je pense qu'on voit bien qu'en ce moment, on est dans une crise majeure de ce qui nous fait humains et de ce qui nous permet de tenir droit. Tout ce qui, en fait, la culture, c'est un vaste mot. La culture via le numérique, via la télévision, elle a essayé de s'imposer comme un substitut à ces propositions in vivo, en contact. Eh bien, on voit bien que ça n'empêche pas les dépressions. Donc, effectivement, on peut se passer de poésie, de lieux de rassemblement, de terrasses, mais on va consommer beaucoup d'antidépresseurs. Bon. J'ai une dernière question, enfin on a une dernière question d'ailleurs et tu viens d'en parler un peu, c'est une nouveauté qui a émergé pendant ce contexte particulier évidemment. C'est France Télévisions qui lance sa chaîne de télé dédiée à la culture, aux arts, ça s'appelle Culture Box et qui va proposer une programmation de théâtre à la télévision. C'est plutôt une bonne nouvelle? J'y suis différent que le théâtre à la télévision, ça ne marche pas. En vidéo, ça ne marche pas. Donc, je dis presque indifférent parce que je comprends que l'argument, c'est de dire on va rémunérer des acteurs pour montrer leur spectacle et puis maintenir un petit peu la flamme, etc. Donc, je ne suis pas complètement hostile. Je pense que la télévision, actuellement, que ce soit cette chaîne-là ou d'autres, le fait très mal parce qu'il ne s'appuie pas sur, par exemple, un des atouts de la télévision, c'est le direct. Il ne s'appuie pas sur le direct, qui serait une façon de remettre en jeu le vivant, puisque on serait au moins dans l'ici et maintenant de l'événement. On met tout ça en boîte. Alors autant quand il s'agit de la radio, nous on a travaillé avec la radio, c'est-à-dire qu'on a on a France Musique qui est venu enregistrer une création musicale là au mois de janvier. La radio, on peut fermer les oreilles et se projeter dans le moment de la représentation. Pour le théâtre, je n'y crois pas, c'est triste et c'est pas très intéressant le théâtre à la télévision. Alors il faut faire autre chose, il faut faire du Bluval, il faut faire Don Juan pour la télévision. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un art qui s'y prête parce que son essence, c'est le contraire. C'est le fait d'être présent à ce moment-là et de vivre un rassemblement de gens très divers qui, à un moment donné, vivent la même chose et puis qui, après, se retournent à leur diversité. Voilà, pour moi, ça ne se substitue pas à l'acte théâtral. D'ailleurs, je ne suis pas inquiet du tout. Hein. Dès qu'on va pouvoir rouvrir, les gens vont avoir un appétit de ce moment de rassemblement. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas grave non plus que ça existe. Et pour moi, ça ne fait pas grand-chose. Eh ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, que ça réouvre le plus tôt possible. Merci beaucoup, Christophe. Merci à toi. Pardon, je peux rajouter une petite chose. Vas-y. C'est qu'il y a, dans la réouverture, on a beaucoup parlé des étapes. On les attend quand même, ces étapes. L'ouverture des musées
revendiquons-la, parce que franchement, dès aujourd'hui, on peut faire, mais je vois aucune objection à ce qu'on trouve des conditions de visite de musée dans des conditions sanitaires optimum. Les théâtres, on l'a déjà quand même éprouvé, et notamment les théâtres, quand ils s'ouvrent aux séances scolaires, on est en capacité de faire beaucoup mieux que le fait d'aller dans les écoles, ce qu'on a le droit de faire aujourd'hui et dont on ne se prive pas. Et donc, ayons effectivement une responsabilité par rapport au virus, c'est-à-dire évitons les contagions, et travaillons en faisant confiance aux acteurs de terrain de façon progressive à cette réouverture. Mais dès maintenant, faisons des choses, quoi. C'est pour ça nous sommes repartis dans nos vitrines avec les acteurs du chariot, Ouais, les vitrines de supermarché. Voilà. Parfait. Merci Christophe. Merci à toi. Salut.